Now, what is the definition of an anti-hero? An anti-hero is someone who becomes evil for sympathetic reasons. This is why we like him. This is Michael Corleone in The Godfather. This is Harvey Dent in Dark Knight. We have to have sympathetic reasons to like an anti-hero. Le genre cyberpunk a développé de nombreux anti-héros. Ce qui différencie le héros de l'anti-héros est son côté plus réel et humain. Quelqu'un qui peut commettre des fautes, qui est loin d'avoir tous les pouvoirs et qui est souvent remis en question. C'est vers ce genre de protagoniste qu'on trouve de l'espoir au fond de notre vieux canapé, en se disant « si lui a réussi, alors moi aussi je peux le faire ». L'anti-héros est souvent quelqu'un de misérable ou de banal. Mais l'idée n'est pas non plus qu'on le déteste, et il faut que l'on puisse se rapprocher de lui. En d'autres termes, s'identifier. L'écriture d'un tel personnage peut donc être complexe, bien plus que celle d'un héros qui servira simplement à faire progresser l'histoire, laissant le spectateur s'attacher plutôt aux personnages secondaires ou à l'univers. Tout fonctionne donc sur l'empathie, et c'est vrai que personnellement, j'ai plus de facilité à m'attacher à des personnages qui me ressemblent, et je ne pense pas être le seul, vu que des œuvres acclamées par la critique, comme Breaking Bad, Mr. Robot, Blade Runner 2049, et bien d'autres regorgent d'anti-héros au niveau de complexité assez impressionnant. Là où je veux en venir, c'est que ce système empathique ne fonctionne pas simplement que sur les héros ou les anti-héros. Le spectateur cherche toujours dans une œuvre un personnage auquel se rattacher, et si les réalisateurs ou scénaristes nous donnent souvent la chance d'essayer de comprendre leur protagoniste, ce n'est pas toujours le cas de l'antagoniste, ou pour celui qui n'a pas suivi dans le fond, le méchant. C'est là où Akira nous donne une excellente leçon. Son méchant principal, Tetsuo, est un antagoniste avec une complexité d'écriture assez folle. Ce n'est pas un hasard puisque l'auteur Katsuhiro Otomo a su créer énormément de personnages complexes au sein de son œuvre. Ainsi, beaucoup ont été déçus de ne retrouver dans le film que le tiers des personnages que le manga d'origine avait à nous proposer. Mais avant de s'intéresser plus en détail à Tetsuo, parlons de ce qu'est Akira. On est vers la fin des années 80, le monde de l'animation a toujours des problèmes à trouver un public, et les films ayant un tant soit peu de reconnaissance doivent porter des grands noms de l'industrie tels que Miyazaki pour avoir un succès uniquement au Japon. Mais Akira s'apprête à changer complètement le fonctionnement du milieu de l'animation, ouvrant cette industrie pour la première fois au monde entier. Akira fut le premier film d'animation japonais à être diffusé dans les salles françaises, et ce fut un succès total. Katsuhiro Otomo a bénéficié de pas loin d'1,1 milliard de yens pour réaliser un projet aussi colossal que d'adapter son manga au grand écran, et son film a réussi à rapporter près de 50 millions de dollars. En réalité, ce film allait pousser les barrières qu'avait connues l'animation japonaise, redéfinissant complètement les codes et en transformant les visuels de l'époque. Ainsi, des animés comme ça sont devenus ça à peine quelques années après le passage d'Akira. Le monde entier allait connaître une expérience jamais vue avant grâce à cette véritable révolution. Le film est incroyablement bien animé, et on a l'impression qu'Otomo a essayé de rajouter autant de détails que possible dans ses plans pour rendre son univers vivant. C'est grâce à des œuvres comme celle-ci que la phrase « Every frame a painting » prend tout son sens. Akira regorge de tellement de choses qu'il faut plusieurs visionnages avant de pouvoir réellement apprécier à sa juste valeur l'immense travail de l'équipe de Tokyo Movie Shinsha, donnant vie à chaque objet, à chaque immeuble. Bref, vous avez compris, je suis amoureuse de ce film. Akira, c'est l'histoire de putains d'adolescents débiles qui n'ont rien de mieux à foutre que d'aller faire chier leurs profs, d'aller traîner en ville avec leurs copines et de s'engager dans des courses de moto illégales dans Neo-Tokyo, une ville futuriste construite sur les cendres de la Troisième Guerre mondiale. Dans cet environnement, la jeunesse est oppressée par une police militaire extrêmement stricte et une société de consommation tentaculaire. De plus, elle se retrouve écrasée par un gouvernement corrompu qui passe son temps à se chamailler comme des gosses. On n'est pas si loin de votre réalité à vous les terriens, n'est-ce pas ? Dans cet univers, pas un grand coup de pisse et de cyberpunk qui respire le suicide et les BD de Marceau, se trouve Tetsuo, un jeune punk, qui suite à une balade nocturne, prank, ça tourne mal, se verra embarqué de force par l'armée et subira divers tests à base de drogue et autres substances que j'adore consommer, afin de lui faire développer des capacités psychiques. Pour la petite anecdote, c'est inspiré de faits réels. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée cherchait à faire développer des capacités mentales chez les patients en leur donnant des grosses doses de drogue. Ce projet s'appelait MK Ultra. Et si ça avait vraiment marché ? Eh bien, c'est l'hypothèse que présente Akira. Tetsuo est donc de retour dans sa bande de potes avec des capacités psychiques bien dégueu, qui lui font faire des hallucinations sympas qui me rappellent les apéros de chez mamie. En plus de ça, il va accessoirement se transformer en bébé géant. Je sais, ça donne envie. Kaneda et ses potes vont donc essayer de faire en sorte de sauver leur ami, mais ils se frotteront à un gouvernement malsain, nous faisant passer une des principales thématiques de ce film, le transhumanisme, ou autrement dit,
à quel point les machines et les évolutions scientifiques vont drastiquement changer la condition humaine, aussi mauvais ou bien que ce soit, dans un monde où la jeunesse est symbole de progrès et de renouveau. Un aspect de ce film se démarque énormément du reste, c'est la construction de ses personnages et plus précisément de Tetsuo. Comme on l'a vu précédemment, le meilleur moyen pour s'attacher à un personnage est d'avoir de l'empathie pour lui. Autant faut-il que le réalisateur se démerde bien pour que l'on puisse s'identifier à ce dernier. C'est pas si compliqué que ça dans l'idée. Il faut juste qu'un film puisse s'arrêter 30 secondes pour nous faire vivre des moments avec ces personnages afin de mieux connaître leur enjeu, leur personnalité, etc. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur N'oubliez pas Shaman King, dedans j'explique à quel point j'aime la scène où le personnage principal se pose avec sa fiancée juste pour se brosser les dents, faire une balade et s'inquiéter l'un pour l'autre. Ce moment est appréciable car c'est la première fois que l'on peut se poser avec les personnages et les voir hors de leur contexte de combat habituel. Ce genre de scène nous aide vraiment à nous attacher à certains personnages. Pour les anti-héros ou les méchants, qui sont des personnages de premier abord compliqués à comprendre, la plupart du temps, en se posant avec eux, on finit quand même par créer une connexion avec. Quelle que soit leur motivation, ils restent quand même humains. C'est pourquoi un mauvais réalisateur va simplement vous dire que son personnage est méchant, alors qu'un bon réalisateur va réussir à vous faire comprendre pourquoi son personnage est méchant. Pour donner un exemple de tout ce qu'on vient de dire, dans les films de Wakamatsu, un cinéaste japonais de Pinku Heiga, on trouve beaucoup de personnages assez horribles, comme des violeurs, des tueurs en série, etc. Et le but principal de ces films est de pousser le spectateur à comprendre ces personnages et à leur donner une chance, plutôt que de les blâmer immédiatement. Finalement, en nous posant avec eux, on finit parfois par s'attacher à eux, comme dans cette scène de Go-Go Second Time Virgin, où on écoute le meurtrier chanter. Mama, boku dekakeru, mo mama ni kankou basu ga tomari. Ce moment est juste magnifique parce que même si on a du mal à comprendre son personnage, on tient trop à lui et on voudrait que ce moment dure plus longtemps. Pour résumer, ce n'est pas parce que tel personnage est le méchant de l'histoire que l'on ne peut pas essayer de comprendre ses motivations. Et même si on ne cautionne pas ses actions, la plupart du temps cela permet d'enrichir la relation entre le protagoniste et l'antagoniste et de ressentir plus facilement des émotions. One of the best pieces of advice I got that served me as a writer, but it was actually acting advice. This came from Cliff Osmond. Was my acting coach, and he said he had never seen a decent portrayal of Hitler because the person so vilified by society that no actor had ever played him from a true place. He was always a villain. And he said, you know who didn't think Hitler was a villain? Hitler. Hitler didn't think he was a villain at all. Hitler thought he was doing amazing things for this race of people. And he said, because of that, you don't get a real, honest portrayal. He said, you cannot judge your character. Là où se démarque Tetsuo, c'est que dans l'introduction du film, on le voit se faire rabaisser par ses potes parce qu'il est le plus jeune de la bande. On le voit également avoir des petits moments de convoitise avec la superbe moto de Kaneda. Grâce à ça, on est déjà inquiet pour ce personnage qui se fait humilier sans arrêt. Une des meilleures scènes du film est quand en rentrant de l'hôpital dans lequel il a reçu ses pouvoirs, il vole la moto de Monsieur, le personnage principal, et s'enfuit avec sa copine. Mais à cause de sa connerie, il se retrouvera seul face au gang rival des Clowns et se fera éclater la tronche. Il sera forcé de voir sa copine se faire agresser sexuellement, en plus de voir la moto dont il a toujours rêvé, menacée de se faire brûler. Non mais sérieusement, vous auriez réagi comment si votre conjoint se faisait tabasser devant vos yeux par votre faute? Finalement, la bande arrive et fait fuir les Clowns. Et c'est à ce moment-là que pour la première fois, Tetsuo va s'affirmer et crier qu'un jour, il prouvera qu'il est le meilleur. Et même si à cause de ses pouvoirs, Tetsuo va grave abuser en tuant tout ce qu'il bloque sur son passage, en créant une secte à ses pieds basée sur l'utilisation des drogues, en possédant des esclaves sexuels et en commettant bien d'autres atrocités, finalement, le fait de savoir pourquoi il en est arrivé à faire des choses comme ça nous donne envie de partager la motivation du héros de l'histoire, c'est-à-dire sauver Tetsuo. Ce qui est appréciable, c'est que le manga et le film arrivent à prendre leur temps avec Tetsuo. Dans le manga, l'histoire s'arrête pour nous montrer que Tetsuo va vraiment mal dans son petit empire. Et même s'il a des esclaves sexuels, il ira quand même se conforter et exprimer une tristesse vraiment sincère dans les bras de sa copine. D'ailleurs, la relation qu'il a avec elle est formidable.
puisque le fait qu'elle se soit faite éclater par les clowns à cause de lui le fait énormément culpabiliser. Et les moments où il se blottit dans ses bras un peu plus tard nous montrent que malgré ce que Tetsuo est devenu, il reste en lui une part d'humanité, qu'en tant que spectateur, on espère voir refaire surface. Un des moments vraiment tristes, c'est lorsque Tetsuo n'arrive plus à contrôler ses pouvoirs et finit par tuer sa copine à cause de sa transformation. En sachant à quel point elle compte pour lui, c'est un passage qui ne peut que nous faire développer encore plus d'empathie pour ce personnage. Si de nombreux moments empathiques lui sont dédiés, ils sont contrastés par des moments de frustration et de confrontation avec la bande de Kaneda qui vont nous rappeler à quel point son comportement est extrême. Il nous fait ressentir de l'empathie cette fois non pas pour lui, mais pour son rival. C'est le cas dans le manga quand Tetsuo tuera Yamagata, un de ses anciens potes. On voit alors Kaneda vraiment dévasté pour la première fois, car il se rend compte des conséquences de ses actions et du fait que Tetsuo ne sera peut-être plus jamais une personne proche. Tetsuo peut aussi être vu comme la personnification d'une des thématiques d'Akira. La jeunesse qui se fait écraser par une société qui peut facilement nous détruire si on pense un tant soit peu à se rebeller. Comme Tetsuo qui a essayé de s'opposer à la frustration causée par le groupe de Kaneda. Cet antagoniste, en plus d'être le but principal et la cause de tous les événements d'Akira, est aussi un des personnages les mieux construits et des plus attachants jamais créés, avec des moments inoubliables tout au long du manga ou du film. Il est la personnification d'une jeunesse frustrée par la société et nous donne à la fois des sentiments de haine, de rébellion et d'amour. Et c'est cette complexité derrière un tel personnage qui nous pousse à ressentir et à réfléchir sur des choses que seul Akira arrive à nous faire comprendre. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que Tetsuo n'est qu'un seul des personnages d'Akira. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça a beaucoup de signification pour nous, sachant que YouTube nous exclut de son algorithme à cause de notre format de vidéo essai. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu similaire, à te tenir au courant sur les réseaux sociaux et à partager pour nous aider. Merci encore, bye! C'est qu'en fait tu me fais penser à une truie. J'ai dit avec tant de... Mais tu sais, c'était pas méchamment, mais tu sais, c'était genre avec tant de... Je sais pas, une certaine candeur infantile. C'est genre, ah, tu me fais penser à une truie.